Bienvenue donc sur ce podcast des 37 pas, dans lequel on va parler d'énergétique chinoise, de pratiques internes. Pour ça, on est vraiment très heureux d'accueillir notre maître et professeur Serge Augier, avec lequel on va avoir une petite discussion autour de ce thème. Donc, bienvenue Serge, Merci et de me merci à toi recevoir. d'être présent, d'avoir accepté notre invitation. Donc, la première question, ça va tourner autour de toi, de l'école du Daxwan, et puis un peu toujours curieux de savoir un peu à quel âge tu as commencé, et puis voilà, si tu peux nous parler un peu de Bien sûr. ton départ, ton entrée dans les arts martiaux. Alors, l'idée générale, c'est que le Daxuan, donc l'école Daxuan, c'est son nom raccourci, parce que c'est un peu plus long, c'est une école de taoïsme. C'est-à-dire, c'est l'enseignement du Tao pour tout le monde. C'est une école qui a été fondée en 510 et qui prend comme idée que l'être humain a un fonctionnement, le corps, l'esprit, l'émotion, le souffle, l'énergie, et qu'on peut ou le découvrir soi-même, ou utiliser la sagesse d'avant pour mieux fonctionner. Un peu comme si tu prends ton téléphone portable, tu peux t'en servir pour envoyer 3 messages et téléphoner, mais il peut faire 1 million de trucs si tu regardes le mode d'emploi. Le Daxuan, c'est un mode d'emploi. D'accord. Dans le Daxuan, on a des arts martiaux. Mais ces arts de combat, c'est une toute petite partie. Elle servait uniquement à être sûr que les gens étaient en sécurité à une époque où c'était un peu chaud là-bas. Il fallait survivre. Donc, c'était pour ça. Et l'ensemble de la tradition, elle est là pour rendre le quotidien plus fluide. Et c'est ça, en fait, les 3 buts dans le taoïsme. C'est rendre la vie plus fluide, plus joyeuse, la rendre plus facile. Et le premier but, c'est ça, être heureux. Être heureux par respect pour les dieux qui nous ont donné la vie. C'est ce que disent les textes. D'accord. Premier truc, c'est être heureux. Donc ça veut dire être en bonne santé, avoir un esprit qui saisit correctement le monde, avoir une compréhension de l'environnement dans lequel on vit. C'est le premier niveau. Les 2 autres niveaux sont plus ésotériques ou plus spirituels. Mais le premier niveau, c'est vraiment ça, être en bonne santé, vivre bien sa vie. Et acquérir ce qu'on appelle le Xian, l'immortalité taoïste, qui n'a rien à voir avec l'immortalité réelle, mais qui est le fait de vivre sa vie à 100% du début de sa vie jusqu'à sa mort. Donc c'est ça le Daxuan. Donc, adapté à notre vie actuelle. Quelque part, ça peut nous aider aussi. Complètement. À travers le monde. Le système Daxuan, c'est un système de taoïsme clanique, familial, qui n'est pas un système religieux, et qui était, dès le début, une tradition dans la vie, dans le monde, où on travaille, on a une famille, on est engagé dans le monde. Ce n'est pas une voie de retraite monastique du tout. Déjà, c'est intéressant de se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de Daxuan. Ça veut dire quoi Daxuan? Xuan, c'est le mystère, ce qui est caché. Et souvent aussi, on peut le traduire par ce qui est dans l'ombre, ce qu'on ne voit pas. Da, c'est le côté grand, comme Tai de Tai Chi Chuan, ça veut dire important, grand. Et Da, c'est l'autre, c'est grand. Le symbole, c'est un gars qui fait comme ça, c'est grand. D'accord. Et Daxuan, ça veut simplement dire le secret, on l'a là, mais il est dans l'ombre. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'y mettre un peu de lumière. Et si la lumière est mise, l'ombre disparaît. Et on voit ce qui a toujours été là, en fait. Le grand secret, c'est ça. Et souvent, on le traduit par le grand secret. C'est ça. C'est juste cette idée de... Si on met de l'intention, de la conscience, et qu'on le regarde, on finit par le trouver. Ok. Et la différence entre clanique et, on pourrait dire, religieux. Parce que pour moi, ça a toujours été plutôt une philosophie qu'une religion, Bien sûr. quand même, le taoïsme. En fait, on a 3 styles de taoïsme, en gros. On a un taoïsme vraiment populaire, religieux, où là, il y a des temples. Ça a été fait en copiant les bouddhistes à partir des années 200 en Chine. Et les taoïstes avaient moins de succès commercial que les bouddhistes. Donc ils ont commencé à faire pareil. Ils ont mis des vêtements, ils ont mis des temples, ils ont vraiment copié. Il y a vraiment un système bouddhiste-taoïste qui s'est créé et qui ont fait le système monastique. Aujourd'hui, c'est très populaire et un petit peu pittoresque avec plein de dieux.
tu vois les gars qui rentrent dans les temples, ils courent de temple en temple, ils mettent de l'encens partout pour être sûr de blesser personne. Bon, il y a beaucoup d'histoires de démons. C'est intéressant, mais c'est du religieux pittoresque. D'accord. Après, dans ce mouvement religieux, il y a un religieux plus proche du bouddhisme. On voit vraiment, là, le taoïsme et le bouddhisme sont très, très liés. On a du mal à voir la différence. Et après, il y a les systèmes chamaniques qui ont donné les systèmes claniques ou familiaux, qui sont des systèmes ou d'ermites ou de gens dans la vie. Nous, on fait partie de cette partie-là. Et il reste un troisième taoïsme, qui est un taoïsme intellectuel, aujourd'hui bien souvent universitaire, qui réfléchit beaucoup au caractère des textes chinois, et qui est vraiment intellectuellement très satisfaisant, mais parfaitement inutile. Ça ne sert à rien. Ouais. Qui est en dehors des pratiques, quelque part. Quoi. C'est vraiment de l'ordre purement intellectuel. On est fort pour ça. Et comment toi, en fait, tu rentres donc dans cette histoire? Alors, il y a une chose qui est très importante. Cette tradition, elle a été créée en regroupant plusieurs clans. Et elle a été créée sur des règles très claires, à cause de l'époque, de secret, du fait qu'on n'en parle pas. Et une des choses qui est restée dans la tradition, c'est qu'on ne parle pas trop des maîtres. Ils vous enseignent quelque chose, on aime, on n'aime pas. Mais on ne parle pas trop pour pas que les gens, ça leur donne des idées, que ça leur donne quelque chose à copier. Et du coup, les pratiquants se retrouvent à copier ce que fait le maître, plutôt que d'avoir leurs propres expériences. Donc on est assez discret, on ne parle pas tellement de tout ça. Je vais vous expliquer 2 secondes, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Ouais. On ne dit jamais ce qu'on fait comme entraînement, on ne dit jamais ce qu'on a fait, on ne raconte pas trop ces histoires. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon maître petit. J'avais 7 ans, 7 ans et demi. Il était réfugié politique et il a été, pour des raisons familiales, installé chez nous. J'étais petit, chétif, tout le temps malade. Et il a commencé à m'entraîner pour éviter que je sois malade à tous les Noëls. C'était le truc du début. J'étais tout le temps malade et au lit, Noël, en train de me moucher. Je mangeais un demi-yaourt par repas. Et il a dit, bon, ça suffit. Et il a proposé ça à mes parents, en disant, moi, je peux m'occuper du petit, il ne sera plus malade. Donc, j'ai commencé par tous les systèmes Waigong, entraînement du corps, mais aussi les arts martiaux. Parce que mon professeur trouvait que chétif, je n'avais pas assez d'agressivité pour m'installer dans le monde. Donc, il m'a beaucoup entraîné aux arts de combat au début. Et puis après, j'ai découvert que c'était intéressant. Et quand j'ai compris que dans la vie, il fallait avoir un travail, je me suis mis à m'entraîner pour ça, en disant ça sera ma vie. Ce qui, à l'époque, il faut bien comprendre, c'était absolument délirant. Aujourd'hui, tu trouverais ça cool et normal. Ouais. Mais à l'époque, on était dans les années 80, c'était pas du tout à la mode. Et quand je racontais ça aux gens, ils disaient, mais tu veux faire quoi comme vrai travail, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai fait aussi médecine, que j'ai fait médecine chinoise, que j'ai fait pour avoir plus un cadre. À l'époque, on n'aurait pas fait prof de Qigong. Ça n'avait aucun sens. Donc j'ai continué, je me suis intéressé, donc je me suis mis pour de vrai. Et j'ai toujours fait que ça. D'accord. Ouais. Et parce que nous on est de l'époque de David Carradine et de Kung Fu, donc on a toujours waouh, quelle chance. Mais je pense que ça n'a pas dû être gai tous les jours non plus, quoi. Déjà, j'ai pas vu une télévision avant mes 18 ans, enfin, quand je suis parti en fait, parce que mon prof voulait pas de télé. Je m'entraînais tous les matins avant d'aller à l'école, tous les soirs en rentrant, toutes les vacances scolaires. Oui, j'ai vu l'intérêt plus tard. Oui. Sur le moment, c'est pas idéal. S'il y a un truc qui est bien, c'est quand tu es petit, tu te fais parfois embêter par les grands. Ça c'était bien. Tu avais du répondant. Oui, là-dessus, ça allait bien. Par contre, du coup, tu as reçu un enseignement. Par exemple, pour nous, actuellement, on ne pourrait pas suivre au niveau de la souplesse, au niveau de... Quand même, il y a un entraînement un peu spécifique aussi, peut-être pour les enfants. En fait, l'entraînement quand tu es jeune, il est justement plus dur parce que tu peux te permettre. Ouais. Avec un enfant, tu peux forcer sur les articulations, sur les muscles, et il se répare très bien. Moi, aujourd'hui, ça, je ne peux pas enseigner les exercices que j'ai fait petit, parce que les gens qui viennent me voir ont souvent au moins autour de la vingtaine. C'est trop tard, en fait. Ces trucs-là, tu ne peux pas les faire.
D'accord. Il y a vraiment un entraînement de la rapidité, de la souplesse qui se fait avant la puberté. Mhm. Et au contraire, l'entraînement est plus dur, il est plus difficile. Et mon prof, c'était l'enseignement un petit peu à l'ancienne. Les premières fois où je l'ai amené pour qu'il montre à des gens autres que moi un petit peu ce qu'il faisait, il enseignait de manière absolument inacceptable pour des Occidentaux. Ouais. C'était à coup de badines et de tartes. Les gens, ils n'aiment pas ça. T'as adapté, est-ce que tu as adapté son enseignement pour nous, en fait, quelque part, quoi? Je te dirais, est-ce que tu as pris beaucoup de coups de bâton? Non. Ben voilà. Donc j'ai pas mal adapté, en Ça effet. pourrait arriver, peut-être. Oui, t'en fais pas. Mais non, évidemment, tu es obligé d'adapter, mais surtout, tu es obligé d'adapter le langage. Mhm. Quand tu commences très tôt, toute une série de thèmes, de mots représentent des archétypes très spécifiques, mais qui ne marchent pas quand quelqu'un a été élevé à l'occidental plus tard. Avec mon professeur petit, on parlait par exemple des animaux célestes, où il y a le phénix rouge devant qui représente le spirituel, la tortue noire derrière qui représente la sécurité et la protection. Juste ça déjà, un occidental, le spirituel, un oiseau rouge, il se dit mais qu'est-ce que tu racontes? Et la protection, une tortue, une protection, une tortue. Enfin, tu vois, donc Ouais. pour moi ça a du sens, que ça a été les mythes, les histoires qu'on m'a racontées, mais je dois l'expliquer différemment. Ça ne marche pas, ça, dans l'esprit occidental. Et quand j'étais petit, mon maître m'a enseigné les arts martiaux, les armes, la magie taoïste, le feng shui, au même niveau. C'est-à-dire que pour moi, la self-défense et les fantômes, ça a la même réalité. Ouais. Et ça, pareil, tu es obligé de doser ça. Ouais. Parce que ça passe pas, c'est vraiment une histoire d'éducation. En même temps, un de mes livres qui c'est le mieux vendu, c'est le traité de magie taoïste que j'ai fait. D'accord. Comme quoi, les gens, Ouais. ils disent tous que c'est bizarre, mais en fait, c'est aussi ce qui attire. Ouais. On a besoin de magie actuellement aussi. Et de spiritualité, oui. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est clair. Donc, tu es maître de cette tradition. Est-ce qu'il y a eu, en fait, il y en a qu'un qui a le lignage après, ou il y a eu d'autres C'est la grande spécificité des familles taoïstes claniques, c'est qu'il y a un maître et un disciple. Tu peux avoir plusieurs disciples, mais il y aura un successeur. Alors mon prof c'est particulier parce qu'il était à la période où il a vécu Mao Tse-tung, tout ça. Donc là il y avait vraiment plus personne. Ouais. Mais en 510 à la création de l'école, c'est la même chose. Les clans taoïstes sont pourchassés. Ça se passe pas très bien pour eux. C'est pour ça qu'ils se mettent ensemble pour essayer de garder, de sauvegarder l'essence même de leur enseignement. Et en se disant, ben, au pire, demain on meurt, mais on aura essayé. Et ça a été fait comme ça il y a longtemps. Et mon prof, c'était un peu ça aussi. Quand il s'est échappé de Chine et qu'il est venu jusqu'en Europe, il a fait plusieurs pays. Et lui, il fallait qu'il transmette, parce que lui était au bout de la chaîne de la transmission. Mais à chaque fois, oui, c'est un maître, des disciples, mais un successeur. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, sur ton école avant qu'on passe Faut vraiment se rendre compte qu'en fait, bien souvent, le taoïsme, il est enrobé de beaucoup de mystères, essentiellement parce qu'on utilise des mots chinois ou des termes taoïstes spécifiques qui amènent du mystère. C'est essentiellement parce que les gens avec le mystère se permettent de ne pas avoir à expliquer en détail. Mais c'est très simple. C'est de l'ordre du fonctionnement de l'être humain. Et on se connaît en tant qu'être humain, pas très bien, mais on se connaît. Et donc, il suffit d'utiliser les bons termes pour expliquer les choses correctement. Et tout le côté mystique, nébuleux disparaît. Si on a pratiqué et qu'on connaît bien sa tradition, on peut expliquer n'importe quoi sur le corps, l'esprit, la vitalité. Et c'est très clair, il n'y a pas besoin d'être mystérieux. Donc je dis simplement, attention, dans une tradition taoïste ou dans une tradition d'enseignement spirituel, si c'est mystérieux, c'est que c'est bizarre. Il n'y a pas besoin d'être mystérieux. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on doit transformer? C'est clair. En fait, c'est même pas tellement le fait de transformer, c'est ce fait de mieux vivre. On se trimballe un corps qu'on habille, on nourrit parce qu'on a faim, mais sinon, mais on s'en occupe pas plus que ça.
On a un enracinement qui nous permet une solidité dans le sol. On a une coordination qui nous évite de nous cogner contre les trucs. On a normalement une force, une vitalité qui nous permet d'aller dans la vie. Mais on ne le travaille pas. On se lave un peu les dents, mais après, on ne s'occupe pas tant que ça de notre corps. Mmh. Et c'est une aberration. Ça va être le vaisseau avec lequel je vais traverser ma vie. Donc, avant tout, mon corps, et bien souvent, c'est pas assez travaillé dans les traditions spirituelles, parce qu'on se dit, bah, le corps, ça va. Non, ça va pas du tout. Aujourd'hui, on fait plus rien. On en passe du temps à être assis en voiture ou sur le canapé. Le corps est faible, et un corps faible ne pourra pas faire de méditation. Un corps faible ne pourra pas faire d'énergétique, et évidemment, un corps faible ne pourra pas faire d'arts martiaux. Donc, il y a vraiment le travail du corps. C'est ça qu'on doit faire avant tout. Il faut avoir un corps solide, en bonne santé, dynamique. Sinon, ben, je ne peux rien faire. Deuxièmement, quoi qu'il arrive, je perçois le monde avec mon esprit. Je crois que ce que je vois est une réalité, et c'est une aberration, parce qu'il n'y a rien qui me connecte avec la réalité que je perçois. Tu dis, ben si, je le vois. Mais non. Tes yeux amènent un signal, un nerf qui t'amène un truc au cerveau qui va le retransformer avec tes filtres et qui te donne une impression de ce que tu perçois. Mais ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, elle est perçue par quelque chose qui est à l'intérieur d'une boîte étanche. Donc on ne perçoit rien du tout de la réalité. Mais cette réalité qui n'est pas la vraie réalité, mais qui est notre réalité, elle est la source de notre bonheur ou de notre malheur. Donc la méditation va nous permettre de revoir la réalité sous une forme plus juste et de changer notre rapport au monde, à la perception du monde. C'est ça qui va donner mon bonheur ou pas. Donc, le corps, parce que si je suis en mauvaise santé, tout le reste ne sert à rien. Et la méditation, parce que j'ai besoin de capter le monde de manière plus simple, avec moins de mes filtres, de manière à voir ce qui est et d'arrêter de me scandaliser de ce qui est, parce que je ne peux rien faire, et de commencer à faire le vrai travail, c'est à travailler sur ce que je peux changer, et non pas essayer de me battre contre les choses où je ne peux rien faire. Il pleut, c'est pas la peine non plus de dire « Ah, il pleut », ça sert à rien. Donc, le corps, l'esprit avec la méditation. Et il faut travailler la vitalité. C'est une réalité. Si j'ai pas d'énergie, si j'ai pas de la pêche, je ferai rien. Mon corps peut être en super santé, mon esprit peut être clair. Si j'ai pas d'énergie, j'irai nulle part. Donc, il faut que je travaille sous une forme ou une autre ma vitalité. Ma vitalité, c'est le souffle. C'est le fameux chi dont on parle tout le temps. Mais le chi, c'est pas mystérieux. Le chi, c'est ce que je mange et ce que je respire et la manière dont je l'assimile. C'est le caractère chi, c'est ça. Ouais. C'est l'air et la botte de riz. Donc ça veut dire, il faut que j'assimile correctement ma nourriture et que je respire correctement. Et qu'en plus, dans mon corps, il faut que l'ensemble du fonctionnement soit le plus fluide possible pour que ce chi soit abondant, mais aussi en mouvement. Donc voilà, en gros, pour simplifier, une pratique, c'est s'entraîner le corps correctement, le rendre plus fort, plus enraciné, plus solide. Travailler sur l'esprit pour qu'il soit plus clair, pour que j'appréhende le monde de manière plus simple. Et travailler ma vitalité, parce que si j'ai pas la pêche, si j'ai pas d'énergie, si je suis mollasson, j'aurais pas envie de faire des trucs. Voilà, la vitalité, c'est ça. Alors après, ça devient plus complexe, je vous le cache pas. Mais c'est ça, en fait, c'est juste ça. Domi, tu as des questions là-dessus? Non, pas là-dessus précisément. Moi, j'en ai. Alors vas-y, je t'en prie. Donc, si on parle du corps, est-ce que donc, il y a le tai chi, il y a les arts martiaux, il y a le qigong aussi. Qigong, on sait très bien que en fait, le terme ne veut pas dire grand-chose non plus. On va plutôt parler du Weigong et du Neigong. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux, pour les auditeurs, rentrer un peu plus dans les détails, quoi. Bien sûr. Alors, le travail du corps, il est simple. On a besoin de 3 qualités principales pour le corps. On veut lui trouver un genre de détente. La détente, c'est pas seulement la relaxation. La détente, c'est la capacité, si je vois un geste que je comprends intellectuellement, de pouvoir le reproduire. Et évidemment, il ne faut pas être limité par le corps. Si je vois un gymnaste qui fait un saut périlleux sur place, je n'ai pas les capacités physiques, je ne l'ai pas entraîné.
Mais si je vois un mouvement qui a l'air d'être compréhensible, qui demande aucune spécificité physique, si je le vois, que je le comprends, je devrais pouvoir le faire. L'expérience de gens qui enseignent ces mouvements-là montre que ce n'est pas du tout le cas. Les gens voient le mouvement et ils ne trouvent pas le haut du bas, la droite de la gauche, le devant de l'arrière. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas détendus. Ils ont beaucoup de filtres entre ce qu'ils voient et ce qu'ils comprennent et leur corps. C'est le premier niveau du travail du corps. C'est ce qu'on pourrait appeler la coordination, la proprioception. On va rééduquer le corps pour qu'il bouge de manière naturelle en fonction de ce qu'il veut faire. C'est le concept de Xing Yi Xuan. La boxe du Xing Yi, c'est ce qu'on voit peut être fait par l'intention. La forme et l'intention sont unies. Je veux faire ça, bam, je fais ça. Il n'y a pas de... C'est ça l'idée principale. Ben c'est le premier niveau. Si je veux faire, mon corps devrait pouvoir. Donc on pourrait le mettre dans la détente, la coordination. Mais c'est aussi l'union de tout le corps. Si je veux avancer, faire un mouvement en même temps, il faut que tout mon corps participe. Nous, on appelle ça unir. Deuxième, c'est la force. Pas la force pour soulever des poids qui ne servent à rien, mais la force pour que tout mon corps puisse être à la hauteur de ce qu'il est censé faire dans le quotidien. Soulever ses valises, tout ce que le corps devrait faire et qu'on fait difficilement. Pouvoir courir suffisamment longtemps. Quoi. La force musculaire. On est en déficit de force musculaire. Donc on a besoin de renforcer le corps. Et là, on parle vraiment d'exercice. Nous, on a des ressorts, des élastiques, des armes lourdes. On a beaucoup de choses là-dessus pour juste renforcer le corps. Le remettre en fait à niveau. On ne parle même pas de le développer à un niveau exceptionnel. Et on ne recherche pas de performance d'athlète. Ce n'est pas notre but du tout. C'est juste le rendre au niveau de la force normale qu'il devrait avoir. Et le troisième, c'est l'enracinement. Quand on est posé, quand on est véritablement posé, c'est ce qu'on appelle l'enracinement. Et quand on enseigne l'enracinement, on a beaucoup d'exercices qui viennent de différents arts martiaux, mais aussi d'exercices de Neigong. C'est pas une façon de parler. L'enracinement, ça veut dire que si tu es enraciné, physiquement, quelqu'un ne pourra pas te déplacer en te tirant vers l'avant ou te pousser en te déplaçant vers l'arrière. Tu ne bouges pas, tu es vraiment enraciné. Et ça, c'est une très bonne qualité parce que cette qualité physique qui est très satisfaisante, on se sent solide, elle est directement en train de déborder sur la psychologie. Quand je suis physiquement enraciné, je me sens mieux dans ma tête. Et c'est pour ça qu'on voit que le corps, l'esprit, le souffle, en fait, c'est l'être humain. C'est une chose qu'on travaille. Donc voilà, le corps, et on a énormément d'exercices, que ce soit les Weigang, certains Neigong, des entraînements spécifiques de renforcement des tendons et des muscles, les armes lourdes, les arts de combat. Donc il y a beaucoup de façons de le travailler, avec des intentions très différentes, mais on cherche toujours la même chose. On veut rendre le corps plus fort, plus uni et plus détendu, et plus enraciné. C'est ça le travail du corps. Donc c'est très simple en fait. Et il n'y a pas d'âge, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'en fait on peut attaquer ça à n'importe quel âge. Complètement. Après, il y a des âges qui amènent des qualités et des défauts. Tu prends un jeune, un vrai jeune, surtout aujourd'hui, qui a son nez sur son portable, qui a le pouce déformé avec les SMS et qui est penché en avant. Il sera quand même plus souple pour faire des exercices. Tu pourras le pousser un petit peu, tu n'auras pas peur qu'il ait mal au tendon, qu'il se fasse des problèmes. Mais il sera très très distrait. Et aujourd'hui, il peut faire ça, demain il fera piscine et dans 2 semaines, il fera ping-pong. Donc il aura plus de mal à être stable. Mais il sera plus malléable. Ça sera vachement intéressant pour ça. Tu prends un adulte, il sera sûrement plus focalisé. S'il choisit de faire ça, c'est parce qu'il a vraiment choisi. Donc il sera plus investi dans la pratique. Mais il a son travail, ses enfants, sa femme, son chien, il a des trucs à faire. Donc il aura moins de temps. Tu prends quelqu'un d'âgé, à la retraite, évidemment il a du temps, évidemment il a vraiment réfléchi à ce qu'il voulait faire, mais son corps est déjà en train de le trahir sous plein d'aspects. Quand il médite, il s'endort, quand tu fais des exercices, il se fait du mal, etc. Donc chaque âge a des avantages et des inconvénients. Mais oui, moi j'ai déjà enseigné à des enfants qui avaient 5-6 ans, et j'ai déjà enseigné à... Un de mes élèves a commencé, il avait 94 ans. Et il est mort à 97 en pleine forme. Mais il marchait en tout recourbé, mais vraiment, à un point où tu te disais, quand il marchait, il va tomber.
Et en fait, l'entraînement l'a redressé. Et il a juste senti que le jus s'arrêtait. Il s'est endormi il est mort dans son sommeil. D'accord. Mais il est mort en très très bonne santé. Et la faiblesse généralisée en fait des gens aujourd'hui, est-ce que ça t'a amené à modifier en fait ton enseignement en diminuant les efforts, par exemple, à fournir ou... Alors, moi, par principe, je ne bougerai pas mes enseignements par rapport aux gens. Ah d'accord. C'est-à-dire que je ne ferai pas d'effort sur ce que je vais enseigner par rapport aux gens. En revanche, on le rend plus progressif. D'accord. Mais quand on enseigne le bâton, chez nous, le bâton, c'est pas un petit bâton, c'est un petit tronc d'arbre, c'est le bâton lourd. Bah, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui, quand ils prennent le truc, ils disent mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux pas le soulever. Et on va pas lui donner un bâton plus léger. On va lui apprendre petit à petit à se débrouiller avec ça. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas, dans l'enseignement sous toutes ses formes, le rendre disponible aux gens sous une forme qu'ils apprécient. Toi, tu le fais sous la forme que tu apprécies parce que c'est ton enseignement, et les gens viennent ou pas. Mais si tu essayes trop de leur de diminuer, d'arrondir, de rendre plus brillant, on perd l'enseignement. Et ça va être un problème. Ça marchera sur le moment, mais les gens que tu attires parce que tu leur as agité des trucs de couleur, ils verront un autre truc ailleurs, ils n'auront pas la même motivation. Et ça, c'est plus difficile. Donc non, je n'ai pas adapté. En revanche, j'ai chassé tous les mots mystérieux, chinois, machin. Et j'ai adapté des choses de technologie. Par exemple, avant, on conseillait aux gens de ne pas s'entraîner devant un miroir. Parce que quand tu t'entraînes devant un miroir, tu es tellement sur ton image que tu n'es plus dans ce que tu ressens. Aujourd'hui, je préconise aux gens régulièrement de se filmer. Parce que tout le monde peut se filmer avec les téléphones. Bien sûr. Et que de temps en temps, c'est bien parce qu'entre la satisfaction incroyable du mouvement parfait que l'on fait dans sa tête, quand on se voit à la vidéo en train de gigoter, Oui. ça fait du bien. Non, mais ça fait du bien. Moi, je suis le premier. Hein. Si je prends une vidéo de moi, en faisant n'importe quelle forme, je peux la regarder et me corriger. Oui. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, oui, il y a la technologie. Et pareil, quand j'étais petit, pour la résistance, on utilisait des ressorts. Vous imaginez des ressorts, des trucs de suspension, des ressorts, des bambous et des bouts de bois flexibles. Aujourd'hui, on a les élastiques. Je ne vais pas me trimballer avec des ressorts si j'ai les élastiques. Et c'est vraiment ça. Donc, il faut juste adapter pour les gens. Et il faut être honnête, notre tradition, elle a eu la chance de vivre très longtemps, essentiellement parce qu'elle a su prendre les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc, il faut aussi, je vous donne un exemple très simple, les arts martiaux. Le moment où notre école a été créée, il n'y avait pas d'imagerie de combat. Nous, on a des films où on voit les gens qui boxent et tout. Donc, les gens qui ne savent pas se battre, mais qui veulent se battre, ils vont se mettre en boxe. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Enfin, ça n'existait même pas, d'ailleurs. Donc, la manière de la confrontation de base, c'était avec des grands mouvements un peu comme ça, très naturels, très, très, très proches du gorille, tu vois. Et donc, beaucoup de la manière de se défendre était liée à ces attaques de l'époque. Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, le gars qui a jamais rien vu, mais qui a vu 3 films de Jean-Claude Van Damme, il va se mettre en boxe. Ou pire, il a été chahuté, il a fait du judo et tout, il va venir en lutte. Il faut le savoir. Donc on est obligé d'adapter en disant, aujourd'hui on fait les mêmes formes, mais dans les applications, dans l'esprit qu'on en a, on va se mettre au niveau de ce qui se passe en ce moment. Oui, Donc on est obligé de le ramener à la réalité d'aujourd'hui. Pour la méditation, très rapidement, dans la méditation taoïste, on fait des périodes longues. On t'apprend 3 trucs, on t'assoit correctement et tu fais des 3 heures. Parce que l'esprit, pour véritablement commencer à sortir des informations intéressantes, il lui faut du temps. On ne peut plus aujourd'hui ça. Les gens n'ont juste plus la capacité, mais ça c'est depuis les années 70, avec la télévision, les pubs, les images qui vont vite. Vous voyez regardez un film des années 50 et regardez un film d'aujourd'hui. Un film des années 50, il y a des longueurs qui sont sur des vues, on prend le temps. Un film d'aujourd'hui, c'est un clip. Il y a des changements de plan toutes les 3 secondes et tout, parce que ça s'est adapté à l'esprit d'aujourd'hui. L'esprit d'aujourd'hui, il est très fractal. Donc, les cours, on est obligé d'être un peu plus progressif dans tout ce qui est focalisation, dans tout ce qui est vraiment le fait de se poser. C'est plus dur pour les gens.
Pareil, dans les postures statiques, on a un mouvement qui est qu'on doit tenir, qui est plus ou moins long. Les gens qui, toute la journée, charriaient des trucs, bougeaient des objets, etc., mais ils étaient costauds. Tu leur dis de rester comme ça, immobile. Musculairement, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, les gens, ils sont au bureau. Ils ne montent jamais les bras ou les coudes au-dessus de leurs épaules. Tu leur dis de faire ça. Dans la minute, ils sont en tétanie. Donc oui, tu es obligé d'adapter un petit peu. Mais tu sais toujours où tu vas et tu veux toujours les amener vers là où tu vas. Là, je parle des postures statiques qui sont difficiles. Dans mes stages, en 5 jours, ils passent de 1 minute ou 2 en train de dire « Oh, ça fait mal », mais à la fin, tout le monde fait 90 minutes. Donc, il ne faut pas non plus adoucir l'enseignement, mais il faut le distiller de manière peut-être plus douce au début. D'accord. Parce qu'il y a un autre point, en fait, c'est qu'à l'époque, tu as eu ton maître avec toi en permanence. Oui. Et là, en fait, nous, on est un petit peu tous Bien sûr, dilués sur le territoire français, voire même au-delà. bien sûr. Donc, tu as pu utiliser la technologie moderne pour... Bien sûr. C'est la technologie qui permet de garder ce contact, mais aujourd'hui, les gens gardent le contact ou pas, mais c'est le choix des élèves, en fait. Les gens qui gardent le contact, je les vois tout le temps. Mais après, c'est ceux qui ne le gardent pas, je ne peux rien faire pour eux. Oui, bien sûr. Et il est hors de question que je les accueille chez moi toute la journée. Ça ferait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça ferait beaucoup. Merci à toi, Serge, Avec pour grand ces plaisir, questions. Thierry, Et tu sais. puis, vivement le prochain podcast pour continuer cette discussion. Avec grand plaisir. Merci.